donc je vais m'intéresser en fait à l'engagement et aux conversions écologiques d'universitaires et comment il y a un jeu entre légitimité militante et légitimité scientifique. Mais pour faire un lien avec la proposition précédente, j'ai pensé en fait à un livre de Michael Fossel, Quartier Rouge, le plaisir et la gauche, et donc pour revenir sur l'objectivité scientifique. Et dans ce livre, Michael Fossel écrit que la question écologique se distingue parce qu'elle arrive à mêler l'objectivité scientifique et la rhétorique de salut, et ce qui en fait la rend encore plus forte. Donc là, vous me voyez venir avec mon sujet hein, sur l'analogie religieuse à propos de l'écologie, et donc j'ai transformé un peu une citation de Michel de Certeau qui écrivait « Lorsque le politique fléchit, le religieux revient ». Et dans le cadre de ma thèse, j'aimerais me demander si, lorsque le politique fléchit, l'analogie religieuse ne revient-elle pas parce qu'il y a quand même beaucoup de mésusages et d'usages un peu superficiels de l'analogie religieuse en matière d'écologie. On entend souvent que l'écologie est une nouvelle religion, donc c'est un registre de délégitimation. Aussi bien de la part des anti-écologistes par rapport aux écologistes, on connaît tous l'intégrisme vert, les ayatollahs verts, pardon, mais les écologistes disent aussi aux anti-écologistes qu'ils ont la mystique de la croissance, etc. Donc on se renvoie un peu la balle sur cette analogie religieuse et qui reste au stade du symbolisme religieux. L'analogie de manière générale et la métaphore a plutôt mauvaise presse hein, dans le langage scientifique. On peut lire Jacques Bouvresse, le philosophe, sur le risque du littérarisme à propos de l'analogie, notamment l'analogie scientifique, et il pointait là en fait l'inculture scientifique de ceux qui faisaient usage de l'analogie. Et là, aujourd'hui, dans une société qui est marquée par une déculturation du religieux, on a quand même la permanence de cette analogie religieuse, alors même qu'il y a une forme d'inculture religieuse. Donc, ça serait un peu remettre les sciences religieuses comme un outil heuristique pour penser la transformation de soi en matière d'écologie. Donc pour cela, je vais m'appuyer sur les travaux qui existent sur la conversion religieuse et à l'aide d'une sociologie compréhensive weberienne qui a on va dire la particularité d'être un peu 4-4, hein, parce qu'avec Weber, vous pouvez aussi bien traiter le religieux, l'économie, le politique, donc c'est quand même à propos hein, dans ce sujet. Et puis la distinction de Paul Venn entre comparer à et comparer avec, hein, pour éviter ce risque de l'essentialisation. Et donc, dans ce travail sur la conversion écologique et l'analogie avec la conversion religieuse, l'objectif est de transposer effectivement tout ce qui existe sur la conversion religieuse, mais aussi ce qui existe sur la conversion philosophique. Alors là, c'est très intéressant. On peut aussi bien se reporter aux philosophes Pierre Hadot ou Michel Foucault sur la conversion philosophique. Alors, sur les terrains, il se trouve que j'ai des terrains qui sont un peu proches des vôtres, puisque j'ai interrogé aussi bien des scientifiques d'Aclimatera, de la Técopole et de scientifiques en rébellion, mais avec une autre approche. Donc, je vais vous proposer quelques pistes analytiques. Donc déjà, comment dire que la conversion et le fait qu'on ne se convertit pas à l'écologie quand on est scientifique, c'est qu'on a une indisponibilité à la conversion et que l'écologie est encore en périphérie de soi, en marginalité de soi. Et puis la crise est marquée et la conversion est à chaque fois marquée par une crise. Et là, pour ces scientifiques, il y a une crise ou du moins une période de disponibilité qui permet de se convertir à l'écologie. Et là, on est au seuil de la conversion, mais ce temps du seuil ne dure jamais très longtemps. Et donc là, on franchit le seuil de la conversion écologique et on veut se transformer soi-même selon l'écologie. Et là, ça sera juste la dernière partie sur comment cette conversion écologique est une forme de militantisme existentiel et marque une forme de prosélytisme. Alors, sur l'indisponibilité à la conversion écologique et qui fait que l'écologie est encore à la périphérie de soi. Bon, vous le savez tous, mais on est dans des sociétés d'accélération, hein, pour prendre Armut Rosa, ce qui fait que il y a deux dimensions à l'accélération. Il y a une dimension objective. Donc là, je me souviens d'entretiens avec des scientifiques qui me disaient « mais en fait, je n'ai pas le temps de m'occuper de l'écologie parce que j'ai tellement de tâches administratives, et on en a encore parlé au déjeuner, mais qui fait que vous n'avez pas la disponibilité biographique nécessaire pour vous convertir à l'écologie. » Et donc, pour prendre un peu en miroir ce terme de sociologie du militantisme qui est la disponibilité biographique, et bien là, vous avez là une forme d'indisponibilité biographique.
biographique à la conversion écologique. Mais, nous dit Hartmut Rosa, l'accélération n'a pas seulement une dimension objective, mais également une dimension subjective. Et c'est là où finalement votre rythme de travail a une incidence sur votre rapport à vous-même, sur le rapport à soi. Et donc là, c'est ce que me racontait une directrice de recherche au CNRS, comment elle ressentait l'accélération dans son soi, et finalement il y a ce soi qui est rétréci, qui est limité par ce phénomène d'accélération. Et donc la conséquence est que l'écologie chez vous est à la marginalité de votre moi. Et donc là, finalement, alors même que vous pouvez avoir des prédispositions à l'écologie, hein, il y a des enquêtés qui reviennent et qui disent qu'ils viennent d'une famille sobre, qu'ils ont grandi à la campagne. Une océanographe me raconte comment elle regardait le commandant Cousteau sur les océans. Donc l'écologie est là, mais n'a pas la force de se déployer parce que par l'accélération, vous ne pouvez pas vous convertir, et donc c'est à la marginalité du soi. Et donc comment faut débloquer ça? C'est le rapport au temps qui joue beaucoup, puisque vous avez évidemment le chronos, hein, qui est le temps matériel de l'existence, mais la conversion s'inscrit dans un kéros, qui est le temps favorable à la conversion, et qui est favorable en fait à la déstabilisation qui est antérieure à la conversion. Donc là, vous pouvez effectivement, il y a deux mouvements, aussi bien vous passez de la crise à la disponibilité pour vous convertir, ou sinon vous avez un moment de disponibilité biographique, et là, ça provoque une crise. Pour revenir sur le mouvement de la crise à la disponibilité, vous avez des scientifiques qui ont fait des burn-out. Le burn-out qui est chez Hartmut Rosa élevé comme une maladie de l'accélération de notre société. Et donc, dans le burn-out, vous avez une forme d'incertitude structurelle, puisqu'il faut reconstruire votre rapport au temps. Et donc, reconstruire votre rapport au temps, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je veux mettre dans mon rapport au temps? Et finalement, c'est un moyen de se préparer à la conversion. Sinon, vous allez avoir la logique inverse, vous passez de la disponibilité à la crise. Et donc là, il y a une scientifique qui revient sur la manière dont le confinement, alors même qu'elle avait beaucoup de tâches administratives, a été le moyen de faire une pause et enfin d'ouvrir ses mails qu'elle recevait sur la mobilisation scientifique. Elle a pu se renseigner. Et Rosa nous dit que plus le degré de routine et d'habitude diminue dans la modernité tardive, plus le temps devient alors un problème. Et là, le temps s'est avéré un problème pour cette scientifique, puisqu'elle a commencé à faire du binge-watching de vidéos de Jean Covici, et elle a dit que ces vidéos lui ont remis les points sur les i pendant le confinement. Et donc finalement, ce confinement a été un moment de défatalisation, et donc ça a été propice à la conversion écologique. Et la conversion écologique, j'aimerais en fait la travailler à partir d'un rapport à la vérité, et comment ce rapport à la vérité de la conversion écologique provoque un vertige et qui ensuite vous amène à vous transformer. Et donc là, d'abord sur la découverte de ce qu'on pourrait appeler un rapport à la vérité, on pourrait reprendre le concept de mauvaise foi de Sartre et dire que finalement, la découverte de la vérité écologique, c'est votre prise de conscience par rapport à votre propre mauvaise foi en matière d'écologie. C'est-à-dire que vous êtes un peu déresponsabilisé en matière d'écologie, et en fait, c'est-à-dire que Sartre nous dit que la mauvaise foi, c'est dire qu'on va mettre des actes sur la responsabilité de quelqu'un, et finalement, quand vous sortez de mauvaise foi, vous dites, mais finalement, j'ai une responsabilité individuelle dans cette crise écologique, j'ai ma liberté, je dois agir par rapport à la crise écologique. Et donc là, finalement, vous avez toujours cette scientifique qui nous parle de son confinement et de ses vidéos de Jean Covici. Et elle s'est rendue compte que cette vérité, elle ne pouvait pas juste l'effleurer et qu'elle ne faisait que l'effleurer. Et que là, finalement, elle l'a découverte et elle ne peut que se transformer. Et donc en fait, il y a une forme de vertige. Des scientifiques parlent de la grande claque qu'ils ont, même s'ils sont scientifiques, mais la grande claque qu'ils ont pu ressentir lorsque, je cite, leur première fois. Et donc là, vous avez finalement un sentiment de culpabilité, une forme de vertige et finalement un peu une forme d'absurde dans votre relation au monde. Et donc là, finalement, ça amène qu'il y a quand même une forme de pressentiment sur le fait qu'il faut se convertir, qu'il faut changer quelque chose dans votre vie pour pouvoir évoluer sur ces questions. Et là, un scientifique, c'est très intéressant, nous dit que finalement, il y a l'idée d'un aller simple. Il n'y a pas d'aller-retour, il n'y a pas de retour dans cette vérité écologique. Une fois que vous en avez pris conscience et que vous avez pris conscience de votre responsabilité, vous ne pouvez que vous changer.
Donc là, vous êtes sur le seuil, et c'est intéressant parce que pour reprendre l'image du seuil, c'est quelque chose qui est temporaire. Et donc qui est temporaire, vous doutez, mais puis ensuite vous vous transformez parce que, là c'est pour reprendre Foucault, mais il n'y a pas de vérité sans une conversion ou une transformation du sujet. Et c'est là où vous franchissez le seuil de la conversion, puisque vous allez vous transformer vous-même selon cette vérité écologique. D'autant plus qu'il y a une peinture un peu dystopique de la réalité écologique quand vous vous rendez compte un peu de tout ça. Et donc il y a un idéal de transformation de soi et une transformation de soi intégrale. Et donc là, ça fait écho en fait à la marginalité du soi qu'on évoquait ultérieurement, mais vraiment là, l'écologie et l'intégralité du soi. Donc là, on a par exemple un scientifique d'une école d'ingénieurs qui, à un moment, se posait un peu des questions dans sa vie personnelle, et puis avec la crise écologique, il se rend compte qu'il ne peut pas être complètement dichotomique et ne rien faire dans sa sphère d'activité. Donc il décide de s'aligner totalement et d'avoir l'intégralité de son soi façonné par les questions écologiques. Et ça entraîne toute une réflexion sur l'idéal et la radicalité. Sauf que cette transformation de soi est continue. La conversion ne s'arrête jamais. Finalement, la conversion, c'est quelque chose d'intemporel qui n'est arrêté que par la temporalité de votre propre mort, pour reprendre la littérature sur la conversion religieuse. Et finalement, la conversion écologique, là pour faire un rapprochement avec la conversion philosophique, c'est chercher à mieux comprendre un monde marqué par la crise écologique pour tenter, du moins tenter, d'y vivre mieux. Et finalement, il y a ce phénomène de stabilisation dynamique avec la conversion écologique parce que vous ne pouvez pas vous arrêter de vous transformer. Et donc, en fait, il y a un peu l'image d'un vélo. Si vous arrêtez de vous convertir, vous tombez. Et donc là, votre conversion écologique tombe à l'eau. Et puis là, pour aller plus dans... Et là, on va finir dans une dernière partie, plus sur la dimension du militantisme existentiel des scientifiques qu'on a pu interroger et comment on peut appeler ça une forme de prosélytisme. Toujours dans ce rapport à la vérité, ça permet de remettre sur le devant de la scène un concept qui est la parésia, donc qui est le dire vrai, le courage de la vérité. Et donc là, on a des scientifiques qui reviennent, donc aussi bien d'Acclimatera ou qui disent confronter les gens à cette vérité scientifique, car ils ne seraient pas concernés, ils ne se sentiraient pas concernés par cette crise écologique. Et une scientifique, une océanographe qui abonde dans ce sens et qui dit les faits emmènent à un constat qui mène à dire qu'il y a une seule voie, une solution qui est l'écologie. Et donc finalement, cet intégralisme du soi, c'est un peu une critique, c'est essayer d'aller au-delà de la supposée neutralité scientifique et d'avoir la parésia, ce courage de la vérité pour mettre l'autre en face de sa propre mauvaise foi. Après avoir pris conscience de sa propre mauvaise foi, on doit mettre l'autre en porte-à-faux par rapport à sa mauvaise foi. Bon, on voit souvent dans les études en matière de conversion écologique que ce qu'on pourrait appeler le prophétisme de mission, le prophétisme par la parole ne fonctionne pas tellement, c'est souvent les actes qui font changer les autres. Et donc là, on a une parésia, le discours ne suffit pas, il y a la parésia cynique. Donc la parésia cynique, c'est Diogène et c'est en fait par votre mode de vie au quotidien, comment vous êtes un exemple, le spectacle de la vérité par rapport aux autres. Et donc là, il y a un collègue qui ne s'est pas empêché de faire une remarque à quelqu'un, à un collègue qui l'avait invité dans son 4x4 à aller dans un restaurant manger un burger. Donc lui, il se sentait vraiment pas très bien et il n'a pas pu s'empêcher de faire une remarque à ce collègue sur son 4x4. Et il dit, les collègues me voient bien à vélo tout le temps et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup des collègues à vélo. Et donc là, c'est un ancien membre du GIEC qui nous dit ça. Et ça montre que la parésia, c'est pas seulement comme chez Foucault, dans les discours politiques du philosophe par rapport à celui qui a le pouvoir, mais c'est également dans les relations quotidiennes, la parésia cynique. Et donc là, vous avez toujours la crainte de la stigmatisation, évidemment, dans cette parésia cynique, la crainte d'une parésia qui serait la parésia de vaniteux, et c'est là, finalement, que même dans un domaine comme les sciences dures, où finalement les scientifiques pourraient s'attendre à une forme d'accueil ou de compréhension de leur conversion écologique, ils font l'objet d'une forme de stigmatisation.
Et là, on essaye de passer au-delà de la parésia cynique à une forme de prosélytisme. Donc en écologie politique, aussi bien dans les travaux de Silvio Litro, qui évoque la dimension missionnaire de l'écologie, hein, la dimension missionnaire que vous retrouvez dans tous les monothéismes, mais on pourrait aller au-delà et voir s'il n'y a pas une dimension prosélyte, hein, puisque Christophe Traini, un politiste, reprend le terme de prosélytisme à propos des régimes végétariens. Mais en fait, le prosélytisme n'est qu'une construction de la modernité libérale. Le prosélytisme, on a délégitimé le prosélytisme parce qu'au nom de la séparation moderne libérale entre sphère publique et sphère privée, on a dit non, il ne faut pas aller sur la sphère privée de l'individu. Or, le prosélytisme ne veut pas dire ça à la base. Le prosélyte, c'est convertir de nouvelles personnes. Et donc, finalement, les religions elles-mêmes avaient intériorisé le prosélytisme et elles ne parlent pas de prosélytisme. Donc, c'est là où on pourrait, en fait, finalement réhabiliter ce terme de prosélytisme. Et donc là, il y a du prosélytisme en matière écologique, aussi bien à l'intérieur du laboratoire. Donc là, on a un scientifique qui nous raconte comment son directeur de labo s'excuse auprès de lui quand il prend l'avion pour aller à Paris. Et puis, il y a du prosélytisme à l'extérieur du laboratoire, puisque beaucoup sont engagés, notamment à la Techopole, hein, mais dans des ateliers de vulgarisation. Et on va essayer de convertir à l'extérieur. Et puis là, évidemment, vous avez de la stigmatisation, hein, le rabat-joie, la figure du rabat-joie en matière écologique. Et enfin, j'aimerais bien finir cette présentation sur... Là, on a évoqué le prosélytisme externe. Hein. Vous allez externe, donc aussi bien à l'intérieur du laboratoire qu'à l'extérieur du laboratoire. Mais il y a aussi une forme de prosélytisme interne. C'est comment, avec d'autres scientifiques engagés sur ces questions, vous allez vous créer une émulation et vous allez vous convertir entre vous. Donc là, il y a une chercheuse à engager à la Techopole qui dit comment un collègue l'a aidé à prendre conscience que finalement du temps de vulgarisation scientifique pouvait être pris en compte comme du temps de travail et qu'elle n'était pas obligée forcément de faire ça en dehors de ses heures de travail sur son temps libre, mais que ça pouvait être décompté en fait dans son temps de travail et ça pouvait même être légitimé par l'institution en étant par exemple, elle raconte comment, finalement, dans ses bilans de fin d'année scientifiques, elle présente ses activités de vulgarisation qu'elle effectue avec la Techopole. Et ça, franchement, elle a des retours assez positifs. Et là, juste pour finir, mais on a aussi également une scientifique engagée à la Techopole. Et elle dit comment elle travaillait auparavant sur des thématiques qui l'intéressaient, mais elle disait qu'elle n'avait pas cette dimension identitaire au sujet. Elle travaillait sur un sujet qui l'intéressait, un sujet de société, un sujet qui intéressait les citoyens. Mais là, aujourd'hui, avec l'écologie, elle a opéré une forme de bifurcation académique parce que maintenant, elle ne traite plus que d'écologie. Elle sent que ça agrège les gens et que maintenant, elle est contente d'avoir des collègues comme elle et que ça l'aide à la convertir davantage. Merci beaucoup de votre écoute.